Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. C'est un plaisir d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime et suivre Patrick sur son Substack à l'adresse patrickhenningsen.substack.com ainsi que sur 21st Century Wire. Vous pouvez également le suivre sur son site web. Patrick, permettez-moi de commencer par ce qui se passe en Europe. Je veux me concentrer sur le conflit en Ukraine. Mais avant d'en arriver là, il se passe quelque chose d'étrange concernant les personnes opposées à la guerre en Ukraine. En particulier, à propos des politiques au Moyen-Orient. Le colonel Jacopo a été sanctionné, ou est en train de l'être, par l'Union européenne. Je suppose que ce type de sanctions pourrait également vous concerner, vous et d'autres en Europe, qui essayez de présenter la réalité dans les médias et d'en parler. Comment comprenez-vous la situation actuelle avec l'Union européenne? Eh bien, ce n'est pas la première fois. Jacques Beau est l'un des nombreux que je connais, certains personnellement, d'autres seulement par relation professionnelle. Une journaliste indépendante allemande, nommée Alina Lipp, a été sanctionnée et privée de compte bancaire en Allemagne, et je crois qu'il y a des poursuites pénales contre elle pour avoir rendu compte de la guerre en Ukraine, en rapportant, bien sûr, depuis le côté du Donbass. Cela est considéré comme illégal par l'Allemagne et probablement aussi par l'Europe, puisqu'il n'y a eu aucune réaction au niveau européen à ce sujet. Il y a aussi Thomas Rupper, un autre indépendant, un Allemand, en réalité un simple citoyen, devenu une sorte de journaliste citoyen, un commentateur, journaliste et linguiste remarquable. Il est très talentueux, mais il est aussi tombé sous une forme de sanction et a été criminalisé par son propre gouvernement en Allemagne. Mais Jacques Beau est différent. Je pense que nous en sommes maintenant au point où l'État, ou dans ce cas le super-État, l'Union européenne, vise des personnes comme Jacques Beau. C'est un ancien du renseignement militaire, impliqué dans l'OSCE et le renseignement de l'OTAN, et il a eu une très belle carrière. Mais venant du côté de l'establishment, avoir une voix dissidente, une personne issue de l'establishment, qu'il s'agisse d'un ancien haut gradé militaire en Europe ou de quelqu'un comme Jacques Beau. Si l'on regarde ses analyses depuis le premier jour de la crise ukrainienne, il a publié l'une des premières analyses claires de la situation dans le Donbass juste après le lancement de l'opération militaire spéciale par la Russie. The special military operation was launched by Russia. And so he has been right. Jacques Baud has been... Il a eu raison. Jacques Baud a été précis à chaque étape du conflit. Il vient de publier un livre, et je pense que c'est la parution de ce livre qui a poussé les gouvernements en Europe et à Bruxelles à décider « c'en est trop ». Nous devons arrêter cela. Nous devons contrôler ce discours, parce que les faits présentés par des experts comme Jacques Beau sapent et détruisent complètement le fantasme européen, ce récit imaginaire sur ce qui se passe en Ukraine. Les gens à Bruxelles sont tellement détachés de la réalité que c'en est choquant. Et j'étendrai cela au gouvernement de l'Allemagne, de la France, de l'Estonie et surtout de la Finlande. Ce sont les pires. Et bien sûr, au Royaume-Uni, les choses qu'ils disent sont tout simplement incroyables. La manière dont ils décrivent le conflit et la situation géopolitique qu'ils essayent de faire accepter à leur population. Ils doivent faire cela pour obtenir, d'une manière ou d'une autre, un soutien à cette guerre continue et sans fin, ou à cet état de guerre, si l'on veut. Et pour y parvenir, ils doivent imposer un récit selon lequel la Russie menacerait l'ensemble de l'Europe, qu'elle serait déterminée à déferler sur les plaines slaves de Biélorussie, à travers l'Europe, jusqu'à la côte de Calais. Et ensuite, pour une raison quelconque, elle voudrait soi-disant envahir la Grande-Bretagne. Je veux dire, le monde dans lequel ces gens vivent est assez stupéfiant.
à couper le souffle par ses qualités colorées et imaginatives. Alors, quand on voit quelqu'un comme Jack Beau, il y a un autre élément clé qu'il a récemment révélé et commenté. Et cela, peut-être, est l'un des plus dévastateurs. Une résistance ukrainienne se forme dans l'ouest de l'Ukraine, composée d'Ukrainiens qui veulent chasser ce gouvernement, ce régime de Zelensky. Il y a eu des incidents impliquant la police, du sabotage, des escarmouches militaires, des attaques, et ainsi de suite. On a donc maintenant une résistance politique ukrainienne qui, en fin de compte, poursuit le même objectif que les Russes, même si ce sont des Ukrainiens. Et puis, il y a aussi les bandes de presse que Zelensky envoie un peu partout pour enlever des gens dans la rue, pour les enrôler de force dans l'armée ukrainienne, les jeter comme conscrits, les envoyer en première ligne pour mourir. Les gens commencent maintenant à se défendre contre ces bandes de Zelensky. Et je pense que certains de ces voyous que Zelensky, financés par les États-Unis, l'OTAN et l'Europe, utilisent, ces bandes de voyous qui kidnappent des hommes ukrainiens, les mettent en uniforme et les envoient dans les tranchées pour mourir. Les citoyens ukrainiens s'unissent et les attaquent, voyez-vous. Donc je veux dire, c'était inévitable. C'est inévitable dans cette situation, parce que la ligne politique, si l'on veut, le récit, est que l'Ukraine résiste à l'agression russe et qu'il faut égaler cette résistance. Je cite, soit dit en passant, un journaliste européen ou un secrétaire à la défense. Nous devons faire correspondre la résistance du peuple ukrainien à notre engagement à repousser ces envahisseurs russes et les manœuvres impérialistes de Poutine et tout le reste. La véritable résistance en Ukraine n'est pas dirigée contre la Russie. La véritable résistance du peuple est dirigée contre cette guerre par procuration de l'OTAN. Ce sont les Ukrainiens qui réalisent qu'ils ont été utilisés par l'Union européenne, par les bureaucrates de l'UEPR, par l'OTAN, par les bureaucrates des États-Unis, qui s'enrichissent honteusement grâce au cours des actions des entreprises européennes de défense, Rheinmetall et toutes les autres. Les entreprises italiennes aussi, les fabricants de missiles, Storm Shadow, les chars, les avions, les fabricants de missiles et les industriels de la défense américains. Ils deviennent incroyablement riches, ces mêmes personnes. Ils en tirent profit. Vous connaissez l'industrie américaine du GNL? Des prix records. Ils font des bénéfices inimaginables. Ils ont établi un monopole, enfin, presque un monopole. Bien sûr, il y a des pays arabes comme le Qatar qui fournissent aussi du GNL à l'Europe, mais la plus grande part, le grand changement depuis le sabotage du gazoduc Nord Stream, c'est la domination américaine du gaz en Europe. Donc, ils en profitent. Tous ces gens profitent de cette guerre et essayent de faire croire au public que les Ukrainiens sont combatifs, qu'ils veulent simplement se battre contre les Russes et que nous devons les soutenir. Et tout le reste. Les Ukrainiens commencent à s'en rendre compte. Ils le comprennent. Puis éclate le scandale de corruption impliquant Zelensky. Et cela finit enfin par attirer l'attention du public. Cela fait des années que les médias américains, les médias occidentaux, ont enterré cette affaire. Ils sont dans le déni, essayant d'étouffer tous ces scandales. Enfin, certains commencent à percer. Et la raison pour laquelle ils percent, je veux dire, le NABU était en fin de compte une agence anticorruption dirigée et pilotée par les États-Unis à Kiev, conçue pour surveiller la corruption, en tolérer certaines et en dénoncer d'autres. Évidemment, ils veulent protéger la corruption du type Biden-Burisma de toute exposition. C'est le but du NABU. Mais maintenant que les démocrates ne sont plus au pouvoir, beaucoup de liens, les liens de l'État profond, les liens avec les ONG et d'autres du même genre, qui servaient à micromanager une agence anticorruption à Kiev comme le NABU, se sont désintégrés. Alors maintenant, on voit ces Ukrainiens qui en ont tout simplement assez. Ils sont à bout. Ils ne vont pas continuer à s'épuiser et à épuiser leur pays
pour flatter l'ego collectif de ces bureaucrates corrompus et de ces opportunistes à Bruxelles, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Finlande, en Estonie et aux États-Unis. Ils ne le feront pas. Et maintenant, on leur demande de se sacrifier sur l'autel, disons, de Mark Rutte et de tous ces autres. Leur projet de vanité collective. C'est au fond ce qu'est le projet ukrainien. Une guerre par procuration menée pour le profit de l'Occident. C'est un projet de prestige pour des organisations comme l'OTAN. Et c'est aussi un moyen de faire avancer un agenda géopolitique totalement redondant. Tu sais, tu parles de cette idée géopolitique anglo-américaine d'inspiration Alford Macandérienne. L'île mondiale, la puissance maritime, la domination commerciale mondiale et la domination du continent et du territoire eurasien. C'est un programme vieux de 200 ans. Il est complètement déconnecté des réalités de 2025, à savoir que la Chine n'est plus une colonie paysanne arriérée et que ni l'ensemble de la région Asie-Pacifique, ni l'Asie centrale, ni l'Inde ne le sont non plus. C'est un monde différent. Mais l'Occident s'accroche encore à cette idée du 19e siècle. À l'origine, un objectif géopolitique britannique, ensuite hérité par les Américains après la Seconde Guerre mondiale pour l'ordre d'après-guerre. Et c'est, en fin de compte, le fondement idéologique de tout cela. En ce moment, c'est un pur narcissisme de sécurité nationale, comme je l'appellerais, qui l'alimente. C'est cette idée selon laquelle les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs partenaires subalternes doivent dominer le cours de l'histoire mondiale et que l'Ukraine est la colline sur laquelle ils sont prêts à mourir. Du moins, l'Europe l'est. Les États-Unis peuvent se retirer, continuer à gagner de l'argent grâce à l'Europe, affaiblir l'économie européenne et s'emparer de toute l'industrie manufacturière du continent, ce qu'ils ont fait. Et les Européens sont tellement stupides, ils suivent simplement le mouvement, tout en agitant encore le drapeau ukrainien. Pendant ce temps, plus personne ne le brandit aux États-Unis. C'est dire à quel point c'est stupide. Et je veux dire, je pourrais dire beaucoup de choses sur ce que Mark Rutte a déclaré récemment, mais honnêtement, je ne trouverai pas de juron assez fort pour rendre justice à l'absurdité de ces gens. Revenons donc à Jacques Beau et à la censure, Nima. C'est simplement une expression du désespoir d'un establishment qui est en train de perdre sur le plan du récit, sur le plan militaire, sur le plan économique et en fin de compte, sur le plan politique. Et ils réservent leur plus grande colère à ceux au sein même de l'establishment qui tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme comme Jacques Beau. Je veux dire, ils s'en prennent déjà aux journalistes. Ce n'est pas nouveau. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui a eu raison sur tout, et c'est assez ironique qu'il s'attaque à lui. Je pense que cela va se retourner contre eux immédiatement et de façon spectaculaire. Et ils n'en ont pas fini. Mais l'autre chose, Nima, c'est ceci. En plus du vol des avoirs russes, dont on peut parler, il s'agit d'une manœuvre fédérale de Bruxelles pour contourner la souveraineté des États membres. C'est exactement cela. Et ce genre d'initiative met vraiment en lumière le problème fondamental de l'Union européenne en tant que projet politique. Patrick, Bloomberg a rapporté que les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe si Poutine rejette un accord de paix avec l'Ukraine. Lorsqu'il parle du rejet de l'accord, nous savons que Donald Trump pousse, d'une certaine manière, à accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité relevant de l'article 5. Il est impossible pour la Russie d'accepter cela. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est que les options envisagées incluent le ciblage de navires liés à la soi-disant flotte fantôme. Si les choses vont dans cette direction, je ne sais pas qui pourra ramener un peu de raison dans tout cela. Donald Trump ne semble pas assez lucide pour comprendre la situation.
la position dangereuse des États-Unis. Vous savez, toute la guerre en Ukraine est due à l'OTAN. Si vous êtes prêt à accorder à l'Ukraine des garanties relevant de l'article 5 de l'OTAN, alors qu'est-ce qui a changé après 4 ans de guerre en Ukraine? Eh bien, je dirais que toute la guerre en Ukraine est due à l'élargissement de l'OTAN. C'en est une grande partie. Mais c'était aussi un projet américain, un projet conçu de manière très étroite par les États-Unis. Ils sont l'OTAN. Les États-Unis, c'est l'OTAN. Les États-Unis, c'est l'OTAN. La Grande-Bretagne en est le numéro 2, et les autres pays sont des États vassaux. Ils ne sont là que pour compléter l'ensemble, si l'on veut. Mais l'effondrement, le retour aux sanctions, encore une fois, c'est toujours le recours favori des États-Unis. Nous allons simplement imposer des sanctions. Parce qu'il est politiquement acceptable en Amérique de dire qu'on agit. Oh, nous allons lancer une nouvelle série de sanctions. L'Union européenne a largement repris ce rôle de sanctions. Le conflit où l'UE a vraiment commencé à utiliser les sanctions comme arme, c'était contre la Syrie. D'accord, après 2012. Ce fut la tenaille conjointe des sanctions américaines et européennes contre la Syrie qui provoqua finalement l'effondrement de l'économie syrienne et la désintégration de la société syrienne, société civile, gouvernement, etc., et permit à une bande terroriste de prendre pratiquement le pouvoir, soutenue par les États-Unis, Israël et les Européens. Donc, de leur point de vue, c'est efficace et cela fonctionnera, parce qu'ils pensent que cela a marché à cette époque. Je veux dire, il leur a fallu près de 15 ans pour que cela fonctionne contre la Syrie, à un coût énorme. Mais quoi qu'il en soit, ils pensent pouvoir mener cette guerre financière contre les Russes. Même si les Russes se sont montrés résilients face aux vagues successives de sanctions depuis 2014, qui visaient au départ la soi-disant annexion de la Crimée. C'est donc un peu un geste de reddition. Je parle de façon métaphorique, mais c'est un peu un geste de reddition. C'est une bonne nouvelle pour la Russie, car chaque fois que les États-Unis reviennent aux sanctions, la Russie sait qu'ils ne vont pas jouer une autre carte sérieuse, ou qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'en ont pas. L'échec de cet accord de paix avec l'Ukraine, il n'y a pas d'accord. C'est une position intéressante dans laquelle nous nous trouvons, parce que Trump a échoué à plusieurs reprises. Il faut se rappeler qu'il s'est présenté 2 fois à la présidence, en 2022, en affirmant qu'il allait mettre fin à la guerre. Cela a probablement influencé le vote des électeurs indépendants. Et il a adopté Robert F. Kennedy. RFK menait plus ou moins cette discussion lorsqu'il se présentait à la présidence en tant que démocrate, avant de passer au statut d'indépendant. Et puis, une fois que Trump a rallié RFK au camp MAGA, il a adopté, avec un véritable enthousiasme, le président ukrainien et le discours sur la guerre en Ukraine. D'accord? Mais l'échec répété au cours des 12 derniers mois a réalisé de réels progrès, au-delà, je le lui accorde, d'un rapprochement positif avec Moscou, du fait qu'il y ait un dialogue. Et c'est bien, et beaucoup de gens s'en réjouissent, notamment les Russes. Eh bien, en ce qui concerne ce qu'il faudrait pour réellement mettre fin à ce conflit, je ne pense pas qu'il ait fait le moindre progrès. Aucun progrès. La raison tient à plusieurs choses. Je sais que cela va sembler cliché, mais j'attribue cela à une pure incompétence. Il n'a tout simplement pas le personnel nécessaire. Il est entouré d'amateurs de bas étage, des charlatans, des gens qui ne sont qualifiés pour rien. Et il n'a aucun conseiller prêt à lui dire la vérité, car si quelqu'un le fait, il est renvoyé. C'est le style de gestion de Trump. Cela peut sembler fort et efficace sur le plan intérieur, mais en matière de relations internationales, c'est une recette d'échec à répétition. L'autre problème, c'est Israël, le lobby israélien.
Nous savons maintenant qu'il a choisi lui-même tous les membres de son cabinet liés à la politique étrangère ou à la sécurité nationale. L'Ukraine n'a donc jamais été une priorité pour les personnes occupant des postes décisionnels, de Pete Hegseth à Marco Rubio et tous les autres. Et Steve Witkoff est un sioniste pro-israélien, totalement partial. Jared Kushner, ami personnel des Netanyahou. Pour eux, la Russie et l'Ukraine ne sont qu'une activité secondaire. Ils se disent, peut-être qu'on peut décrocher un bon projet immobilier à Moscou ou quelque chose sur la mer Noire, peut-être à Odessa. Je veux dire, c'est comme ça si j'étais les Russes. Si vous vouliez mettre fin à la guerre, promettez à Jared Kushner et Steve Witkoff une sorte de complexe balnéaire à Odessa, peut-être un Trump Resort à Odessa. Je vous garantis que les yeux de Trump s'illumineraient immédiatement. Une Trump Tower à Odessa, sur la mer Noire. Je veux dire, c'est à quel point cette administration est corrompue. C'est la combinaison de l'incompétence en matière de relations internationales. Ils sont incapables d'établir un cadre pour conclure un accord, et de la faiblesse de Trump en tant que dirigeant. Trump cède si facilement. Il a déjà cédé à Zelensky, il a cédé aux Britanniques, à Starmer, il a cédé aux Européens. Et il a encore cédé cette semaine. Il a complètement cédé. Nous sommes donc passés d'Anchorage, la grande séance photo, la démonstration de force. À quoi maintenant? À rien. Tout s'est effondré. La fuite du plan en 28 points a fait beaucoup de bruit avant Noël, mais rien de concret. Et pendant ce temps, il ne fait que publier des vérités grotesques sur Truth Social. Et puis cette carte du Venezuela se joue aussi dans l'hémisphère occidental. Et c'est d'une corruption flagrante. C'est donc une administration qui mise toute sa valeur et sa crédibilité sur les séances photos, les réunions, les appels téléphoniques, les appels parfaits, les tweets et les accords imaginaires, qui ne sont même pas de véritables protocoles d'entente. Je ne pense donc pas que cette administration soit capable de conclure un traité, du moins pas au sens traditionnel de ce que ce type d'accord a représenté par le passé. C'est donc une position très dangereuse. Maintenant, ils peuvent tergiverser. Et je pense que ce qui s'est passé, Nima, c'est que la Russie le sait. Ils comprennent la nature de cette créature du marais et s'y sont adaptés. Ils en ont tenu compte dans leurs négociations. Et ils savent comment flatter l'ego de Donald Trump et divertir Steve Witkoff et Jared Kushner avec des visites touristiques autour du Kremlin et des discussions de 5 heures qui, au final, ne mènent à rien. Car Steve Witkoff et Jared Kushner n'ont ni autorité ni mandat au sein du gouvernement américain. Ce sont le gendre et le copain, l'ami de golf de Trump. Donc c'est une excellente occasion de photo. Cela maintient la conversation et j'en suis content. Je suis sûr que beaucoup de gens le sont aussi. Mais cela ne mènera à aucun véritable accord négocié. Ce ne sera tout simplement pas le cas. C'est désorganisé. C'est le mot qui décrit l'administration Trump. Désorganisé, amateur et avec ce style-là. Et vous savez, son fils Don Jr., je crois que c'était au forum de Doha, je ne sais pas si vous en avez vu quelque chose. Il a dit, « Vous savez ce qui est génial chez mon père ?» Ça sonnait comme la fille de John McCain. Sans cesse, mon père, mon père. Ce qui est génial chez mon père, c'est qu'il est imprévisible. Personne ne sait ce qu'il va faire. Pas même Trump lui-même, ce qui le rend différent de tous ces autres bureaucrates. C'est le trope MAGA. L'imprévisibilité, telle que Don Jr. décrit son père, est un handicap total, tout simplement fatal dans les relations internationales. Vous savez, Donald Trump sait ce que c'est que de construire un casino à Atlantic City ou un terrain de golf en Floride ou à Dubaï. Et il y a des lois, des documents à signer. Il y a un processus à suivre. Il y a des accords juridiques qui doivent être conclus. C'est la même chose dans les relations internationales. Mais Trump ne respecte rien de tout cela.
De toute évidence, cette administration ne considère pas le droit international comme quoi que ce soit. Elle rejette et écarte tout processus légal au niveau international. And discards any due process internationally. You can see that with what's going on in Venezuela, with On peut le voir avec ce qui se passe au Venezuela, avec ce qui s'est passé avec l'Iran et avec ce qui se passe à Gaza. Et ne nous faisons pas d'illusions. C'est un processus d'échec diabolique. À chaque grand point de tension géopolitique, cela s'est terminé par une destruction massive, des morts et un génocide dans le cas du Moyen-Orient, ainsi que par de nouvelles guerres lancées contre l'Iran, contre le Yémen, contre la Somalie, dont personne ne parle, et maintenant contre le Venezuela, tout en proférant au passage des menaces contre les Russes. Ces sortes d'explosions et de menaces intermittentes venant de l'administration Trump montrent à quel point elle est désorganisée. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas comment passer du point A au point B. Par conséquent, ils échoueront. Si un règlement négocié est l'objectif, ils ne réussiront pas. Point final. Point final. Ils n'ont ni le calibre, ni l'intelligence, ni le personnel doté de l'expérience nécessaire pour rassembler, créer, gérer et en fin de compte construire le cadre qui mènerait à un règlement négocié. Ce genre de choses que vous avez vues, et je déteste faire l'éloge de Barack Obama, mais ce qu'était le JCPOA, c'était exactement cela, sur une période de 2 ans. Et bien sûr, cela a été saboté par les Américains et les Européens, probablement avec l'intention de le saboter dès le départ, de donner l'impression qu'ils mettaient en place un accord nucléaire pour, en fin de compte, le saper. Si vous regardez le document de travail du Brookings Institution, intitulé « Which Path to Persia » sur les relations entre les États-Unis et l'Iran, ils avaient plus ou moins décrit ce scénario il y a de nombreuses années, bien avant même que le JCPOA n'existe. Mais au moins, c'est un exemple de ce qu'un accord multilatéral peut accomplir. Rassembler toutes les parties et contrôler la situation pour obtenir un résultat, à savoir une désescalade. Est-ce que cela peut se produire sous Trump? Certainement pas. Cela n'arrivera pas. Donc, s'il a encore 4 ans, il n'y aura pas de règlement négocié avec ce président. S'il se décide enfin à agir et que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un est nommé ou que quelqu'un se met à réfléchir, ou qu'ils font appel à Tucker Carlson. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Mais dans l'état actuel des choses, il y aura des échecs répétés, car ils laissent la porte ouverte aux Européens et aux Britanniques pour saboter tout ce qui avance de manière constructive, ou même qui en donne l'apparence. En plus, il n'a pas le soutien des faucons républicains à Washington, ni des démocrates. C'est le premier point. Il faut avoir de la solidarité à l'intérieur du pays. Et c'est une autre faiblesse de l'administration Trump. Ils ne croient pas qu'ils doivent parler à l'opposition. C'est en réalité une caractéristique typiquement fasciste. Si l'on regarde dans l'histoire, ces régimes méprisent l'opposition et ne croient pas qu'ils aient besoin d'obtenir un consensus, qu'il soit multipartite ou multilatéral. Trump est en quelque sorte en train de glisser dans cette faille fatale historique, si l'on peut dire, dans laquelle de nombreux régimes fascistes ont sombré. Et c'est vraiment dévastateur si les États-Unis se comportent de cette manière, car ils sont la principale puissance hégémonique mondiale. J'aimerais pouvoir donner une perspective plus positive sur l'administration Trump, mais ils rendent cela très difficile en ce moment. They're making it so hard right now. Patrick, je trouve incroyable que ces dirigeants européens, pourtant si faibles dans leur propre pays, aient réussi, d'une manière ou d'une autre, à déjouer l'administration Trump sur la question de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? Comment peut-on comprendre cela? Tu as mentionné que les États-Unis disposent en ce moment d'une sorte de monopole sur la fourniture d'énergie à l'Europe, ce qui pourrait leur donner un grand pouvoir d'influence. Mais on ne voit pas cela se produire. Alors, que se passe-t-il vraiment entre l'Europe et les États-Unis?
Il n'y a en réalité aucune pression ni incitation, si l'on y réfléchit bien, à part la bonne volonté, pour que les États-Unis mettent fin à la guerre en Ukraine qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. C'est une initiative conçue par les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis cherchent à déstabiliser l'Ukraine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et les Britanniques ont soutenu toutes les factions nationalistes radicales, les anciens bandéristes, les anciennes divisions ukrainiennes de la Waffen-SS, les armées clandestines, tout cela. Ils le font depuis des décennies. Et lorsque le rideau de fer est tombé, ils ont vraiment redoublé d'efforts. Au lieu de ralentir, ils ont intensifié. Et voici la conclusion. 2014 a été le point culminant des efforts déployés depuis 1990 par les États-Unis et leurs alliés pour infiltrer, orienter et en fin de compte, déstabiliser l'Ukraine. Donc, ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Mais le problème, Nima, c'est que pendant que ces idées étaient conçues au début des années 90 par les services de renseignement américains et britanniques, et encore une fois, cela fait partie de cette politique héritée des siècles précédents, ce reliquat idéologique anglo-américain dont j'ai parlé plus tôt, pendant qu'ils poursuivaient cet objectif depuis 30 ans, le monde a changé. La géopolitique, les rapports de force ont évolué. Le centre de gravité géopolitique s'est déplacé vers l'Est, et cela ne fait aucun doute. Le centre de gravité économique dérive lui aussi rapidement vers l'Est. Et c'est une tentative désespérée des Européens, mais surtout des Américains et des Britanniques, de ramener d'une manière ou d'une autre ce centre de gravité vers eux. Et s'ils n'y parviennent pas, ils vont abaisser un rideau de fer à travers la Pologne, la Finlande et la Roumanie. Ils vont abaisser un rideau de fer. Le problème, bien sûr, vient de la Hongrie et de la Slovaquie. Ils n'arrivent pas à obtenir un consensus des pays d'Europe centrale sur la question d'être ou non anti-russe. Mais je pense que les Européens peuvent toujours déjouer Trump, car en fin de compte, la politique internationale repose sur les manœuvres bureaucratiques, la compétence et l'organisation. Et les Européens sont bien mieux organisés, en plus d'être plus proches du conflit. Ils vont donc surpasser l'administration Trump sur le plan diplomatique et politique, même s'ils ne disposent pas de cartes politiques très fortes à jouer. Il y a un manque de leadership, un manque d'art de gouverner. C'est peut-être aussi ce qui manque ici, Nima, un manque d'art de gouverner. C'est ce qui fait défaut à l'administration Trump. Cette situation, pour fonctionner, exige un leadership décisif venant de Washington. Si j'étais président, je ne perdrais pas mon temps à envoyer mes amis de golf et mon gendre faire du tourisme à Moscou. J'irais personnellement chercher les meilleurs esprits géopolitiques et les diplomates expérimentés, des personnes ayant une véritable expérience de la haute diplomatie. Je recruterais Ray McGovern et d'autres de ce calibre, des gens qui parlent aussi russe et qui ont de solides liens européens. J'utiliserai également Richard Grenell. Et je les déploierai en Europe, dans différentes régions d'Europe, ainsi qu'à Moscou. Je les déploierai de l'autre côté de l'allée, auprès de la direction démocrate. Je les enverrai aussi vers les Rhinos, et j'obtiendrai leur adhésion. Évidemment, il faut avoir un plan et une vision ancrés dans la réalité, quelque chose que Moscou acceptera. Mais j'obtiendrai l'adhésion de tous ces camps. Et une fois que c'est fait, et c'est de la diplomatie classique, ce que les précédentes administrations américaines ont fait dans ce genre de situation. Donald Trump, lui, ne pense pas qu'ils doivent le faire. Ou, comme son fils l'a dit, « Mon père n'est pas comme ces autres présidents américains légendaires. Il est spécial. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ça, la magie de Trump. » Mais en procédant ainsi, Nima, tu vas ensuite à Kiev, car c'est la dernière pièce à fixer et c'est la plus difficile. Tu vas à Kiev et tu peux dire, regardez, nous avons les Européens.
Nous sommes sur la même longueur d'onde ici, en Amérique. Nous avons même le Royaume-Uni et nous avons toute l'OTAN. Et Moscou est d'accord. Il faut signer là. Signer, et ce sera terminé. C'est ainsi que les choses vont se passer. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Nous sommes désolés pour ce que l'administration Biden vous a fait. Je veux dire, c'est tellement facile de blâmer Biden pour une grande partie de tout cela. Et c'est aussi une opportunité politique que Trump saisit. Il dit « Oh, c'est la guerre de Biden », mais ce n'est pas le cas. En réalité, Trump a eu de 2016 à 2020 pour faire appliquer les accords de Minsk. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, c'est sa faute. C'était le moment décisif. Au lieu de cela, il ne l'a pas fait. Lui, avec les services de renseignement américains de l'époque, a contribué à façonner l'ascension de Zelensky comme marque et acteur politique jusqu'au pouvoir. Trump a fourni une aide létale et a contribué à armer l'Ukraine selon les normes de l'OTAN, préparant ainsi la guerre que tout le monde savait inévitable, du moins tout le monde en Occident. Car c'est bien ce pourquoi ils se préparaient. Ils avaient besoin d'inciter la Russie à intervenir dans le Donbass, et cela a culminé en février 2022. Mais Trump a joué un rôle clé. Il est l'instigateur principal. Bien sûr, on peut blâmer Obama pendant le Maïdan. Il y a là aussi beaucoup de responsabilités. Mais si l'on prétend que Trump n'a rien à voir avec l'Ukraine, c'est faux. Il a tout à voir avec l'Ukraine. Il a été victime de l'administration Biden qui a utilisé l'Ukraine pour blanchir de fausses informations et créer un complot de type Russiagate contre lui. C'est bien documenté. Mais plutôt que de résister à tout cela, durant son premier mandat, Trump était tellement désespéré de gagner la faveur de n'importe qui, de l'État profond, de la presse, qu'il est devenu très anti-russe par réaction, parce qu'il ne voulait pas être accusé d'être un agent russe. C'est assez clair. Donc encore une fois, c'est la faiblesse de Trump en tant qu'individu. Il est politiquement inexpérimenté, très faible en matière d'affirmation de soi, et il lui manque l'intelligence nécessaire pour mettre en contexte ces questions de politique étrangère et de géopolitique très complexes, car il s'intéresse très peu à la géopolitique. Il s'intéresse très peu aux détails. Et je crains que cette situation ne soit si complexe qu'un dirigeant ne puisse pas se permettre d'être désintéressé. Il délègue donc désormais tout cela. Il a externalisé son cerveau à une bande d'amateurs, d'escrocs et de charlatans qui, au fond, ne se soucient que d'une seule chose, garnir leur nid tant qu'ils sont encore au pouvoir. Soyons honnêtes. Je veux dire, je sais que cela peut sembler un cliché, du genre « tous les politiciens sont corrompus », mais je pense que l'administration Trump restera dans l'histoire comme la plus corrompue de toutes les administrations américaines. C'est ainsi que l'histoire la jugera. Et il préside au déclin ultime des États-Unis en tant que puissance mondiale respectée, ainsi qu'à la disparition des derniers vestiges de l'idée qu'ils aient jamais été un médiateur honnête sur la scène internationale. Donald Trump a accéléré ce processus, et il est responsable d'avoir scellé le cercueil de cette ancienne image des États-Unis. Trump, c'est lui. C'est donc sa marque que portera le navire américain en train de sombrer. Malheureusement, je suis désolé de le dire aux partisans de MAGA, mais c'est assez évident à ce stade. Regardez Gaza, regardez l'Iran, regardez le Venezuela. C'est incroyable ce que cette administration essaye de faire. C'est pire que l'Irak et les armes de destruction massive à bien des égards. Au moins l'administration Bush, les néoconservateurs, avait le respect de falsifier les renseignements, de monter un spectacle à l'ONU. C'est presque divertissant quand on y repense. Mais au moins, ils se donnaient la peine de fabriquer du faux uranium, le Niger et les camping-cars de la mort, Colin Powell à l'ONU. C'est presque comme s'ils respectaient assez le public pour essayer de tricher. Trump s'en moque. Il aime juste dire « Oh, les narcoterroristes, ces bateaux de pêche, ils transportent de la drogue. »
Montrez-nous des preuves. Non, nous n'avons pas besoin de vous montrer de preuves. Et puis, Maduro vole le pétrole. Il accuse le président vénézuélien de voler son propre pétrole alors que le pays est sous sanctions et ne peut pas le vendre. Donc, les États-Unis doivent voler les pétroliers eux-mêmes. C'est complètement insensé. Tout cela s'inscrit, à mon avis, dans le malaise général de cette administration. Je ne pense pas qu'ils auront la crédibilité nécessaire pour faire quoi que ce soit. Alors, quelle est la conclusion, Nima? La conclusion, c'est qu'il n'y aura aucun accord négocié en 2025. On repousse maintenant à 2026 pour le 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, qui aura lieu, je crois, en février 2026. Et nous ne serons pas plus proches d'un règlement négocié. Mais la Russie continuera d'avancer. Elle atteindra ses objectifs sur le champ de bataille et l'Ukraine se désintégrera. Le régime de Zelensky est en train de se désintégrer en ce moment. Donc, nous ne pouvons pas prévoir la réaction politique en Ukraine. Les États-Unis et les Britanniques voudront anticiper un changement de régime en installant leur propre gouvernement intérimaire. Ou, vous savez, Valérie Zaloujny, qui est la demoiselle d'honneur en attente à Londres, prêt à être parachutée à Kiev. Cela pourrait ne plus fonctionner maintenant. Cela aurait pu marcher il y a 2 ans, mais plus maintenant. Je ne pense pas que cela va marcher. Et si c'est le cas, cela ne leur donnera pas le résultat qu'ils souhaitent, car les Britanniques cherchent à installer Zaloujny comme une sorte de dictateur militaire dans un contexte de coup d'État chaotique à Kiev, avec Zelensky fuyant vers Tel Aviv, Washington ou ailleurs. Ils pensent que cela va renforcer l'extrême droite et les bataillons radicaux Azov et néo-nazis qui, en fin de compte, protègent celui qui est au pouvoir. Et c'est avec ce genre d'acteurs que les États-Unis, l'OTAN et Bruxelles ont dû composer. Ils se sont alliés aux factions les plus radicales parce qu'ils pensent que ce sont les seuls exécutants capables de maintenir l'ordre assez longtemps pour leur permettre d'imposer leur propre agenda occidental en Ukraine. Je ne pense pas que cela se passera comme ils l'imaginent. Et pour revenir à Jacques Beau, pour les raisons qu'il expose depuis un mois, une dissidence et une résistance émergent désormais à l'intérieur de l'Ukraine. C'est un facteur imprévisible qui n'existait pas auparavant et ils ne pourront pas le contrôler. La situation est très instable sur le plan politique en ce moment. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passera pendant la transition après Zelensky. Je veux dire, il appelle à des élections. Tu as probablement vu ça. Mais c'est un peu une ruse, car il y met des conditions préalables. Il a dit, écoutez, si nous obtenons des garanties de sécurité ou un cessez-le-feu, alors nous organiserons des élections, parce qu'il n'est pas sûr d'aller voter. Donc il disqualifie presque toute solution négociée. Puisque la Russie ne respectera rien de tout cela, il n'y aura donc pas d'élection. D'une certaine manière, cela lui donne l'air de vouloir être démocratique. Mais avec ces conditions, il a exclu la possibilité qu'il y ait réellement des élections. Bref, un mouvement politique très habile de la part de Zelensky. Un mouvement à court terme. Il a du talent, il a des compétences politiques, mais je ne pense pas que cela lui rapportera grand-chose. Des résultats significatifs à long terme, Patrick. Je pense que lorsque nous regardons Donald Trump, nous devons prendre en compte son premier mandat. Vous savez, après 12 mois au pouvoir actuellement aux États-Unis, on ne voit pas tant de changements que ça. Vous vous souvenez de la façon dont il aidait l'Ukraine à l'époque, lors de sa première administration, en imposant de nombreuses sanctions à la Russie. En réalité, la base de ces sanctions contre la Russie a été mise en place par l'administration Trump. Trump 1.0. Et ils se vantent des javelins, ces armes qu'ils avaient envoyées à l'Ukraine à l'époque. Non, il n'est pas en dehors de ce qui se passe en Ukraine. Il fait partie du tableau, partie du problème. Et chaque fois qu'il déclare que c'est la guerre de Biden, ce n'est pas la guerre de Biden,
c'est la guerre des États-Unis en Ukraine. C'est tout. Tous ensemble. Et comment, en tenant compte de cela, voyez-vous les réactions en Russie? Que se passe-t-il dans l'esprit des Russes, compte tenu de cette attitude changeante de Donald Trump? Encore une fois, cela renvoie à ce qu'est un véritable leadership. On voit un vrai président, un vrai homme d'État, ce que Donald Trump prétend être. Trump joue le rôle d'un acteur, celui d'un homme d'État de télé-réalité, mais il n'en est pas réellement un. Car si l'on est un véritable homme d'État, comme les anciens présidents américains, on ne rejette pas la faute sur son rival politique. On peut le faire sur le plan intérieur, pour l'économie ou les politiques nationales. C'est le jeu normal de la politique américaine. Mais à l'international, lorsqu'il s'agit des grandes puissances mondiales, on ne peut pas attribuer la responsabilité d'une guerre à son adversaire politique. C'est une question américaine. Il y a la CIA, l'armée américaine, toutes ces agences et opérations clandestines qui ont fonctionné sans interruption sous Obama, Trump, Biden, Trump. D'accord? C'est donc un problème américain. Un véritable dirigeant se lèverait sur la scène mondiale et dirait « Écoutez, nous avons commis une énorme erreur. Il faut vraiment que cela prenne fin. J'assume ici ma responsabilité. Mettons-nous autour de la table, faisons en sorte que cela se réalise. » Au lieu de s'en servir comme d'une arme contre ses rivaux politiques, ce que font les dirigeants faibles. Les dirigeants politiques faibles ne savent pas comment exploiter un véritable capital politique. Le vrai capital politique se construit de manière intrinsèque, et il repose sur la confiance. En fin de compte, la source du véritable pouvoir politique, c'est la confiance, soit celle du peuple, soit celle de la communauté internationale. Si vous construisez cela, vous pouvez mobiliser un véritable capital politique. Donald Trump n'en est pas capable. Il s'appuie sur des menaces de sanctions secondaires, d'outils et de mécanismes économiques, en instrumentalisant le dollar américain, ce qui au final tue le dollar en réduisant sa demande mondiale et conduit à sa disparition en tant que monnaie de réserve mondiale. Et il a accéléré le développement des BRICS et des programmes financiers des BRICS, et ainsi de suite. La saisie des avoirs russes en est un parfait exemple. Trump pourrait intervenir et dire « Non, vous n'allez pas saisir ces avoirs russes, car si vous le faites, cela va compromettre nos négociations. » S'il voulait vraiment mettre fin à tout cela, il pourrait mettre Bruxelles échec et rien qu'en se basant sur cette saisie. Il aurait de son côté, s'il adoptait cette position, et s'il écoute, ou si ses conseillers écoutent, un coup de maître. Il aurait Christine Lagarde de son côté. You have Christina Lagarde on your side. She's the boss of the ECB, the European. C'est elle la patronne de la BCE, la Banque centrale européenne. Elle ne veut pas permettre à Bruxelles de voler les avoirs russes. D'accord? La Belgique est de votre côté. Plusieurs autres pays de l'UE Europe sont de votre côté. Vous pouvez déborder et mettre Bruxelles échec et mat, et mettre échec et mat, tous les maires, Macron, tous. D'accord? Et il y a même des gens en France qui se sont opposés à cette saisie d'actifs, des personnes haut placées en France. Je pense même que le gouvernement Macron n'y adhère pas complètement, car il comprend les implications de cette violation du traité de l'Europe. En fin de compte, ce sera la fin du système SWIFT en tant que réseau de confiance pour le règlement international des paiements. Mais l'administration Trump a-t-elle l'intelligence sur le plan international pour comprendre cette situation et en tirer parti pour faire avancer le ballon jusqu'à la ligne de but? Je ne le pense pas. Ils sont tellement arrogants et complètement à côté de la plaque. Ils ont des signes de dollars plein la tête à propos de tout. Donc je ne pense pas que cela va arriver. Vous savez, Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus, l'a parfaitement dit dans une récente interview. Il a dit que les Européens étaient allés au pourparlers de paix avec l'idée de planifier la prolongation de la guerre. Voilà où en est l'Europe.
Et je pense que de plus en plus de gens le voient maintenant. C'est une excellente occasion pour Trump, pour l'administration Trump, de complètement prendre de vitesse tous les Européens sur ce sujet, comme l'ont fait habilement certains présidents précédents, comme Ronald Reagan ou d'autres, qui contournaient la presse et s'adressaient directement au public, avec l'idée, avec le concept, en évitant la presse et la bureaucratie politique. Mais cela doit être une idée qui ait du sens pour le peuple, et il faut être capable de l'exprimer clairement. Je parle des peuples d'Europe, car vous voulez que les gens en Allemagne, que les gens en France. Il existe un vaste bloc anti-guerre dans tous ces pays. Ils se rallieront derrière le leadership américain, un leadership idéologique, un véritable leadership, un leadership pacifique. Poursuivre un règlement pacifique et négocier. Mais pour cela, il faut être capable d'expliquer pourquoi vous le faites. Il faut aussi offrir une sorte de mea culpa, reconnaître que ce projet a été en grande partie un désastre, qu'il a atteint ses limites. Et il faut presque rejeter la faute sur les administrations précédentes. D'accord, très bien. Tu peux jeter Biden et Obama sous le bus. Jette-toi toi-même sous le bus. Tu pourrais dire, j'ai eu de mauvais conseillers. J'avais John Bolton et Victoria Nuland qui traînaient autour du département d'État. Et tu sais, il y a d'autres façons de faire cela. Mais si tu ne peux pas sortir de ce piège, tu es condamné. Donc je pense que dans ce sens, je ne vois aucun véritable signe que l'administration Trump puisse faire quoi que ce soit au-delà des séances photos, des appels téléphoniques, des tweets et des accords imaginaires. Je n'arrive tout simplement pas à le voir. Voici un exemple parfait. Nima. Février 2026, ce sera le 4e anniversaire du conflit en Ukraine, de cette phase-là. Mais quelque chose d'autre se passe en février. C'est la date limite pour l'accord du traité New START entre les États-Unis et la Russie. C'est une autre occasion. Et j'ai remarqué que Ray McGovern, notre estimé collègue, a également commenté ce sujet. Nous n'avons vu aucun signe de la part de l'administration Trump indiquant ce qu'elle compte faire. Ont-ils une nouvelle proposition? Vont-ils prolonger le traité actuel? Donc, encore une fois, cela n'a pas été exprimé. En partie parce que l'administration Trump ne reconnaît pas le droit ou les accords internationaux. Il s'en moque tout simplement. Ils ne les reconnaissent pas. Ils se considèrent comme l'unique hégémon, et ces documents ne sont pour eux que des textes dépassés, des notes de bas de page, pas une priorité. Mais c'en est une. Vous savez, c'est l'un de ces domaines où l'on peut vraiment cultiver un solide capital politique avec Moscou. Cela envoie aussi un message au reste du monde, rappelant à tous que ce sont les deux principales puissances nucléaires de la planète. Elles se sont assises à la table et ont signé un accord, ou un accord intérimaire, très important et difficile, compte tenu des circonstances, qui envoie un message dévastateur à ces pantins comme Mark Rutte, ou à ces sortes de petits dictateurs comme Ursula von der Leyen. D'accord, ou Zelensky d'ailleurs, ou Keir Starmer, ou Friedrich Merz. Ces personnes, ou Macron, qui, comme vous le savez, affichent tous des taux d'approbation compris entre 10 et 20% dans leurs pays respectifs. Cela envoie un message assez fort. L'autre message que l'administration Trump aurait pu envoyer, encore une fois si c'était moi, la première chose que j'aurais faite aurait été de normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis. Rouvrir tous les consulats à Washington et à San Francisco, leur rendre leurs biens, rétablir la présence diplomatique russe aux États-Unis. Cela enverrait un message très puissant à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à Bruxelles. Je veux dire, ce sont là les vraies choses. C'est, vous savez, un pays comme la Russie qui possède des institutions très développées, des institutions diplomatiques et un art de gouverner solide, et qui a placé ses plus hauts diplomates à des postes clés depuis des décennies. For decades, that's what matters to them.
Ce qui compte pour eux, c'est la procédure régulière dans les relations internationales, rétablir la normalisation des relations. Ensuite, même si l'on voulait mettre en place un cadre à plusieurs niveaux, équivalent au JCPOA pour l'Ukraine, il existe des obstacles à cela. Délivrer des visas aux diplomates russes, permettre aux consulats et au personnel des ambassades de se rencontrer régulièrement avec les États-Unis. Ils doivent venir en Amérique. Et il ne s'agit pas simplement de faire voler Steve Witkoff et Jared à Moscou pour engloutir du caviar et boire du champagne ou autre chose. Il faut de véritables cadres et des réunions réciproques à différents moments, menant à une phase 1, une phase 2, une phase 3. C'est ce qui aboutirait finalement à la signature d'un accord ou d'un traité. Il faut normaliser les relations diplomatiques pour faire cela. La Russie le sait. Donc encore une fois, Nima, revenons à la question initiale. La Russie regarde la situation et se dit que l'Amérique n'est pas sérieuse. L'administration Trump n'est pas une organisation internationale ou diplomatique sérieuse. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas sérieuse. Elle ne respecte pas les normes internationales ni les attentes des pays expérimentés comme la Russie ou la Chine. Elle ne le fait pas. Alors ils vont simplement rester en retrait, se montrer amicaux, hocher la tête et dire « Oh, les voilà encore ». Déroulons simplement le tapis rouge pour ces gens-là. Pendant ce temps, la Russie poursuit ses affaires, car elle sait que les affaires ne passeront pas par un règlement négocié pour le moment. Cela pourrait arriver plus tard si les choses changeaient ou s'amélioraient d'une manière ou d'une autre. Mais comme l'administration Trump pourrait faire ces deux choses, établir une nouvelle ligne concernant le traité New START avec la Russie, un nouvel accord bilatéral et normaliser les relations diplomatiques avec la Russie, cela constituerait deux signaux verts majeurs permettant à de nombreuses avancées positives de se produire. Mais nous ne voyons pas cela arriver. Cela ne fait que réaffirmer le fait qu'il y a une incompétence totale, flagrante, et un amateurisme évident chez les membres de l'administration Trump. Et franchement, leur ignorance et leur méconnaissance de l'histoire et des relations internationales sont tout à fait stupéfiantes. Et voici le résultat. Un statu quo de facto sur le terrain entre l'Ukraine et la Russie. Patrick, nous avons eu le document sur la stratégie de sécurité nationale, publié par l'administration Trump, et on peut y voir certains points positifs, comme l'accent mis sur le retrait d'Ukraine et, d'une certaine manière, sur l'hémisphère occidental. Mais je me souviens de ce qui s'est passé pendant Trump 1.0. Il parlait de retirer les troupes de Syrie. Alors, avec ces documents, comment les vois-tu? S'agit-il d'une sorte de déclaration idéologique de cette administration? Des choses qu'ils ne pouvaient en réalité jamais faire, peu importe ce qu'ils mettaient dans le document. C'est une sorte de fantasme. Vous savez, il y a 3 jours, il y a eu une réunion avec l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres pays de la région qui se sont réunis pour discuter de la situation en Afghanistan, parce qu'ils veulent renvoyer des troupes américaines là-bas. Donc en regardant le document et ce qu'ils disent vouloir faire, et en comparant avec ce qui se passe réellement, par exemple en Asie de l'Ouest, il ne se passe rien. Il n'y a aucun résultat concret à dont on parle. Le document sur la stratégie de sécurité nationale dont vous parlez est un travail improvisé, un assemblage hétéroclite de copier-coller. Il rassemble beaucoup d'idées intéressantes et qui sonnent bien, mais au milieu de tout ce recyclage, de Zbigniew Brzezinski et d'autres, il a inséré des idées complètement contradictoires. Il y a des politiques rattachées à ces sections de grande stratégie qui sapent totalement la thèse des déclarations d'ouverture. Par exemple, ils essayent de dire que l'État-nation est l'unité organisationnelle prééminente de la politique mondiale et que les nations doivent protéger leur souveraineté d'un côté,
c'est, disons-le, un grand cliché. On one hand, I mean, it's a great trope, but then they go and undermine it and say, but they can't have Mais ensuite, sovereignty with ils regard sapent to tout cela economic en affirmant relations with que les pays ne rival peuvent pas avoir de states, souveraineté and definitely lorsqu'il not s'agit Western d'entretenir des relations économiques avec les rivaux des États-Unis, et certainement pas dans l'hémisphère occidental, avec la Chine, la Russie ou l'Iran, par exemple. Donc la souveraineté, mais seulement si elle est approuvée par les États-Unis. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas un document sérieux, ce n'est pas authentique, ce n'est pas sérieux, car ce n'est pas fondé sur des relations internationales honnêtes. Il est clair qu'ils n'ont pas l'intention d'obtenir l'adhésion de qui que ce soit. En gros, cela revient à dire, voici notre vision du monde aujourd'hui, et vous devez vous rallier à nous et nous soutenir en tant que superpuissance mondiale. Nous devons agir selon nos intérêts et nous exercerons notre puissance en accord avec ces intérêts. Donc, si nous voulons empêcher le Venezuela d'exploiter ses réserves de pétrole, nous le ferons. Si nous voulons ensuite saisir leurs compagnies pétrolières nationales pour qu'elles soient exploitées par des entreprises américaines, nous le ferons. Nous imposerons un blocus aux pays qui n'agissent pas dans notre intérêt. Et nous avons besoin de terres rares et de ressources pétrolières. Elles sont nécessaires pour maintenir notre position hégémonique face à la Chine. Par conséquent, nous gérerons ces situations conformément à nos intérêts. Je veux dire, ce n'est pas sérieux. C'est un document impérialiste sérieux, mais il est formulé avec une sorte de faux respect pour la souveraineté des nations. Le principe fondamental des relations internationales réalistes est le suivant, et c'est la grande tragédie de l'État-nation. Tous les États ne sont pas créés égaux. C'est le fondement du réalisme. Les petits États doivent s'allier à d'autres pour former des coalitions, afin de faire reconnaître leurs intérêts d'une manière ou d'une autre. Les grandes puissances utilisent leurs avantages pour intimider, contraindre ou menacer les États plus faibles. Les États-Unis ont porté cela à un niveau inédit, et cela s'est retourné contre eux à bien des égards, notamment à travers l'arme qu'est devenue le dollar. C'est le grand génie du système que les États-Unis ont créé après les accords de Bretton Woods, la monnaie de réserve mondiale. C'était le mécanisme par lequel les États-Unis pouvaient contrôler, manipuler et contraindre tout le monde. Et l'armée était là pour le soutenir. En somme, l'armée soutient le système financier. C'était là le génie du régime d'après la Seconde Guerre mondiale, d'après Bretton Woods, l'hégémonie américaine, le pétrodollar et tout ce qui s'y rattache. Cela a fonctionné pendant cette période, mais cela ne fonctionne plus, car le champ est désormais beaucoup plus concurrentiel, et les États-Unis ne sont plus une puissance manufacturière dominante. Ils ne le redeviendront jamais. Pour que les États-Unis redeviennent une puissance manufacturière, il leur faudrait réduire les salaires d'environ 400%. Exactement. Ça n'arrivera pas. Aucun président américain ne serait jamais élu sur cette base. Ils doivent dévaluer le dollar. Ils doivent dévaluer le dollar et imposer des mesures d'austérité comme on n'en a jamais vu auparavant. Et bien sûr, cela va provoquer des troubles civils aux États-Unis. Aucun politicien américain ne pourrait jamais faire accepter cela au peuple américain, qui est devenu repu et satisfait au cours des 80 dernières années. C'est tout simplement impossible. Les Américains sont devenus en quelque sorte la population la plus privilégiée et la plus paresseuse de l'Occident. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens travailleurs en Amérique. Certains se tuent à la tâche, cumulent plusieurs emplois juste pour rembourser leur carte de crédit. Voilà la réalité de l'Amérique. Et en même temps, ils doivent exiger, vous savez, $30 de l'heure ou plus pour ces emplois manufacturiers. Ils ne pourront pas rivaliser avec qui que ce soit à l'international.
Et non seulement cela, ils n'ont tout simplement pas l'infrastructure nécessaire. Ils n'ont pas la chaîne d'approvisionnement cohérente qu'un pays comme la Chine possède, ce que celle-ci a développé au cours des 30 dernières années, avec l'expertise qui l'accompagne. Ils prennent du retard dans tout ce qui concerne l'IA. Ils ont probablement adopté le mauvais modèle d'IA aux États-Unis, un modèle descendant, centralisé et monopolistique. C'est ainsi que les grandes entreprises technologiques ont pu progresser après la bulle Internet, en s'orientant vers les monopoles et en bénéficiant du soutien du gouvernement américain. La Chine, elle, a adopté une approche totalement différente de l'IA. Elle en a ouvert une grande partie en open source. Et c'est cela qui représentera l'avenir. Les États-Unis sont tellement financiarisés, leur économie, tout comme celle de l'Europe, qu'ils accumulent des dettes à un niveau jamais vu auparavant. Et ce système a une durée de vie limitée. En termes de confiance, il repose sur la confiance, et cette confiance s'érode peu à peu. C'est parce qu'ils sont obstinés à maintenir un empire. Et cela ramène à la question fondamentale. Pourquoi? Et cela renvoie à un principe idéologique. En fin de compte, si l'on creuse tout cela, c'est la conviction anglo-américaine qui doivent tracer la voie, qui doivent diriger la culture à l'échelle mondiale, qui doivent diriger la civilisation à l'échelle mondiale, qui doivent être à l'avant-garde de tout, et qui doivent en être le moteur. Ils doivent diriger. Mais les chiffres ne collent tout simplement pas. Ils ne collent pas démographiquement, ils ne collent pas économiquement, et ils ne collent certainement pas dans les sondages. Alors quelles sont les options? La guerre, l'effondrement de l'économie en parallèle d'une guerre, une autre pandémie? Il commence à manquer d'options sur ce point. Il existe une autre option, celle de la coopération internationale. La coopération internationale est de voir la prospérité s'épanouir à travers un paysage multiple, varié. C'est aussi une option, mais elle n'est pas sérieusement envisagée par l'Occident, à mon avis. Et au final, ce sont là les deux choix fondamentaux. Et c'est très difficile. Beaucoup de ces institutions monopolistiques occidentales se débattent vraiment. Elles se débattent et crient. Je pense qu'elles vont se débattre et crier jusqu'à la porte de sortie. Et c'est très regrettable, car cela n'a pas besoin d'être ainsi. C'était l'occasion de Trump en tant que populiste. Il a dit les bonnes choses, et ses conseillers ont dit les bonnes choses. Même Marco Rubio a dit « Oh, nous vivons dans un monde multipolaire ». Vous vous souvenez de ce fameux commentaire qu'il a fait juste après l'investiture. Il ne le pensait pas vraiment. Il a en quelque sorte reconnu que c'était une réalité, mais il n'a pas vraiment compris à quel point cela allait loin. Pour comprendre à quel point ce concept est profond, il faut avoir beaucoup voyagé. Il faut avoir foulé l'herbe en Russie, en Asie, et vraiment compris, même en Amérique du Sud. Marco Rubio n'a aucune idée de ce qu'est l'Amérique du Sud. Il prétend être d'origine latine, donc il prétend avoir des connaissances. Mais la manière dont il perçoit l'Amérique du Sud passe par une carte thermique du pouvoir financier et de la coercition. C'est à travers cette lentille qu'il regarde. Pendant ce temps, les alliés des États-Unis, et ainsi de suite, et puis les gouvernements hostiles qu'il faut renverser. C'est ainsi que Rubio voit l'Amérique latine. Mais ce qui se passe réellement sur le terrain en Amérique latine est bien plus profond, sur les plans culturels et civilisationnels et sur de nombreux autres fronts. Et à bien des égards, il y a une véritable renaissance en cours en Amérique latine, dont la plupart des Américains n'ont aucune idée. C'est un changement très subtil vers l'indépendance et l'autosuffisance. C'est comme une nouvelle phase de l'ère post-coloniale qui se déroule en Amérique latine et aussi en Afrique. Je pense que l'Asie est déjà bien plus avancée sur cette voie.
En réalité, cela laisse les Européens et les Américains loin derrière, si l'on y réfléchit. Et vous savez, les États-Unis pourraient bien se retrouver confrontés à des difficultés en essayant d'imposer à toute l'Amérique du Sud un alignement hégémonique exclusivement américain. Je ne le crois pas. Je pense vraiment qu'ils vont rencontrer de sérieux problèmes. I don't think so. I mean, I really think they're going to run into some serious problems. Je pense que ce qui se passe en Amérique latine est particulièrement important, car si l'on regarde les États-Unis, qui est vraiment leur allié en Amérique latine, c'est l'Argentine. C'est juste. Incroyable. Le pays fait face à de nombreux problèmes et difficultés en ce moment. Mais le Brésil, et tu sais, eh bien, c'est intéressant à ce sujet, Nima, avec l'Argentine et le Venezuela. Et encore une fois, je ne veux pas donner l'impression que l'ensemble de la politique étrangère des États-Unis est d'une manière ou d'une autre dirigée ou influencée par le lobby israélien. Cependant, envisager d'avoir des gouvernements ou des régimes en Amérique latine contrôlés par les États-Unis est favorable à Israël, pour de nombreuses raisons. C'est bien, tu sais, l'Argentine a toujours été une sorte de stratégie de repli pour les Européens menacés. Qu'ils soient allemands après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux nazis ont fui vers la Patagonie et le sud de l'Argentine. Et bien sûr, la population juive aussi a cherché refuge en Argentine. Mais il y a plus que cela. Dans un monde globalisé, si les États-Unis voulaient avec Israël frapper à nouveau l'Iran, et je parle d'un avenir proche, très probablement, si l'Iran mettait ses menaces à exécution, il fermerait le détroit d'Ormuz. Donc pour consolider sa position, les États-Unis voudraient contrôler un autre flux pétrolier dans leur propre hémisphère, et c'est le Venezuela. En fin de compte, c'est l'intérêt d'Israël au Venezuela. C'est pourquoi ils soutiennent Machado. C'est pour cela qu'Israël, ou le lobby, diffuse des éléments de langage dans les médias américains et auprès des membres du Congrès et des sénateurs, en affirmant que le Hezbollah et le Hamas sont actifs au Venezuela. Franchement, c'est une pure fantaisie, stupide et enfantine. Tu sais, ils disent, « Oh, la prochaine chose qu'ils vont dire, c'est qu'il y a des activités de l'État islamique au Venezuela. » Mais c'est ridicule. Même si, en un sens, ça se tient. Oui, ça se tient. Les États-Unis ont besoin d'un changement de régime au Venezuela pour se protéger, pour se poser en rempart contre ce que l'Iran pourrait faire en réaction à la prochaine attaque que les États-Unis et les Israéliens préparent. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas seulement de ça. Il y a d'autres ressources, d'autres, tu vois, bénéficiaires, et ainsi de suite. Mais surtout, c'est une question de marchés mondiaux de l'énergie. Israël, bien sûr, s'y intéresse de très près, et c'est pour cela que l'administration Trump, parce que ce qu'Israël veut, l'administration Trump le veut aussi. C'est la même chose. Et c'est tout à fait extraordinaire quand on y pense. Israël exerce une telle influence sur la politique étrangère des États-Unis. Et cela ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. C'est l'ensemble de l'Asie centrale. Tout ce que vous avez mentionné, l'Afghanistan, les politiques via le Pakistan, ce sont toutes des priorités pour Israël. La dénucléarisation du Pakistan est une priorité majeure pour Tel Aviv ou pour Netanyahou, et ils ne s'en cachent pas. Ils accordent une grande importance à la situation en Afghanistan et à leurs relations avec l'Inde. L'alliance israélo-maudite, ou leurs relations, repose largement sur ces questions. Ce n'est pas simplement parce que les nationalistes hindous marchent main dans la main avec les sionistes israéliens. Ce n'est pas cela. Les préoccupations sécuritaires d'Israël vont bien au-delà. C'est tout de même incroyable qu'un petit pays de 9 millions d'habitants doive projeter un périmètre de sécurité s'étendant sur des milliers de kilomètres dans toutes les directions autour de lui. Et c'est pour cette raison que les États-Unis sont tenus de le protéger et qu'il est dans leur intérêt de le faire.
Il en est ainsi depuis la création de l'État d'Israël, afin qu'Israël serve d'exécutant anglo-américain dans la région et renverse tous les gouvernements, présidents et régimes nationalistes arabes, de Gamal Abdel Nasser à Bachar el-Assad, en passant par Saddam Hussein. Et la liste est longue. Aujourd'hui, tous les gouvernements nationalistes arabes ont été renversés ou achetés. Il ne reste en Égypte qu'un dictateur militaire qui ne peut guère être considéré comme un gouvernement légitimement élu. Et le gouvernement libanais est désormais entièrement sous le contrôle des États-Unis. L'Iran est le dernier acteur dissident qui conserve encore une véritable influence dans la région. That has any strength in the region. I know that you followed what has happened in Doha, you know that. Je sais que tu as suivi ce qui s'est passé à Doha, tu sais, ce sommet. Il y avait un panel avec l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Iran, l'ancien vice-président d'Iran, Javad Zarif, qui débattait ou discutait avec le représentant koweïtien, c'était le président du sommet, si je ne me trompe pas, et le représentant du Koweït se vantait du PIB combiné des États arabes et de leur puissance. Est-ce qu'ils le ressentent vraiment ainsi? Are they really feeling this way? Because that somehow is too delusional to. Parce que c'est tout simplement trop délirant. GDP is a Parler du PIB. Le PIB est une illusion, tu sais, un indicateur sans signification réelle. Après tout, parler du PIB alors qu'on voit comment Israël a attaqué Doha, la même ville où tu te trouves, en te vantant de la puissance des États arabes, et que personne n'a rien fait pour réagir à cela. Et ensuite, vous vous comparez à d'autres pays comme l'Iran dans la région. Savent-ils vraiment de quoi ils parlent? Ou bien, ont-ils d'une certaine manière adhéré à ce genre de rhétorique et finissent-ils par y croire? Parce que c'est tellement superficiel quand on regarde la manière dont ils diffusent ce type de discours, ce genre d'idées, sur la place publique. The GCC and all the Gulf monarchs. Le CCG et toutes les monarchies du Golfe bénéficient du statut de nation la plus favorisée auprès de l'Occident. Et ces familles sont, dans de nombreux cas, des familles minoritaires placées au pouvoir. Bahreïn en est un bon exemple, et on pourrait dire l'Arabie saoudite aussi. Il y a une importante population chiite en Arabie saoudite, complètement marginalisée par le régime actuel. Elles servent toutes à la convenance des Américains et des Britanniques. Point final. Et vous avez vu la révolution de couleur. Vous vous souvenez, cette sorte de révolution de couleur menée par Nabil Rajab à Bahreïn il y a des années, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'était pas une révolution de couleur soutenue par l'Occident. À mon avis, c'était une réaction authentique, un véritable soulèvement. L'Occident pourrait déclencher une révolution de couleur dans n'importe lequel de ces pays s'il le voulait. Il pourrait assassiner n'importe lequel de ses dirigeants s'il le voulait. Ils font probablement tous l'objet de chantage. Je suis sûr que les Israéliens s'en chargent, d'accord? Ainsi, ils servent à la fois les intérêts de l'Occident et, en fin de compte, d'Israël. C'est pour cela que certains de ces pays ont adhéré aux accords d'Abraham, même si cela va probablement à l'encontre des convictions morales et éthiques de leur population. Je parle ici de la question palestinienne. L'ignorer, sacrifier les Palestiniens pour une normalisation avec Israël. Ce ne sont pas des positions populaires d'un point de vue populiste dans le monde arabe. Et les États-Unis pourraient tout aussi bien remplacer n'importe laquelle de ces familles royales par un dirigeant pro-occidental et libéral en costume. Et il permettrait quand même à une société islamique conservatrice d'exister si c'est ce que les gens veulent au Koweït ou ailleurs. Ou bien il pourrait la libéraliser en un clin d'œil, d'un coup de baguette magique, en utilisant les médias, en créant des manifestations, en incitant les femmes à retirer leur voile, comme d'habitude. Ils peuvent faire cela. Ils essayent de le faire en Iran depuis des années. Ils pourraient facilement appliquer la même stratégie dans n'importe quel État arabe du Golfe. Mais ces pays sont une vache à lait très pratique pour l'Occident, pour les banques et la finance occidentale, ainsi que pour les investissements étrangers directs vers l'Occident.
also for direct foreign investment into the West. So it's Arab money that's being recycled. C'est donc de l'argent arabe qui est recyclé, comme à l'époque du pétrodollar. Les États-Unis comptaient sur ces dépôts saoudiens et autres dans les banques new-yorkaises, achetant des bons du Trésor, des obligations américaines et ainsi de suite, achetant en réalité la dette américaine. Cela a contribué à maintenir le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale et a permis aux États-Unis de financer leur déficit. Grâce à ces dépenses déficitaires, ils ont pu construire une armée gigantesque qui, à son tour, a renforcé leur puissance financière par la puissance militaire. C'est un système qui a fonctionné. Même les Chinois ont contribué à ce système pendant de nombreuses années en achetant de la dette américaine, principalement parce que cela soutenait leur secteur manufacturier, mais aussi parce que cela permettait aux États-Unis de disposer de nombreux biens de consommation à des prix très bas. C'était à travers la mondialisation des années 1990 et 2000. Donc, beaucoup de gens ont participé à ce système. Mais aujourd'hui, ce système n'est plus vraiment le principal recycleur de dollars. Il y a probablement plus de dollars recyclés en Europe maintenant qu'au Moyen-Orient. Le marché de l'euro-dollar reste immense, mais il s'agit surtout d'investissements directs étrangers. C'est pour cela que Trump est allé au Moyen-Orient. Pour supplier les Arabes de conclure des accords d'investissement. Et il est revenu en disant « Je viens de signer un accord ». Il n'a signé aucun accord, mais il a déclaré « Je viens de conclure un accord de 2000 milliards de dollars en investissement direct étranger ». Les Émirats arabes unis, ils font tout un spectacle avec lui, brandissant les épées. Il a adoré ça. Et il revient en disant « Oh, victoire, victoire ! Vous savez, Trump sur un âne. Tout le monde lui jette des fleurs à Washington. J'ai réussi. J'ai rapporté 2000 milliards de dollars. J'ai pris l'argent aux Arabes. » Ça ne s'est pas produit, mais il y a des engagements à faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez que veulent les Arabes en retour. Ils veulent de la stabilité. Les Émirats arabes unis veulent de la stabilité. Mais cela doit, si vous faites des affaires avec l'Amérique et l'Occident, venir avec des conditions. Et ce que font les Émirats arabes unis au Soudan, par exemple, c'est à la demande de Washington. Ainsi, les États-Unis ont externalisé leur argent sale et ils ont permis aux Émirats arabes unis de voler l'or du Soudan, de financer les FSR et de soutenir un génocide qui s'y déroule. Ainsi, la CIA n'a plus besoin de se salir autant les mains qu'autrefois. Les services de renseignement européens ou britanniques non plus. Ces franchises locales, ces partenaires, font une partie du travail lourd au Yémen également. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite faisaient le gros du travail contre le Yémen, un autre État nationaliste arabe qu'ils essayent maintenant de détruire. D'abord le partitionner, puis le détruire. Le Soudan est aussi, techniquement, un État nationaliste arabe qui a été partitionné, et il s'emploie à le détruire en ce moment même. C'est le même programme. Si tu regardes la région, l'Irak par exemple, si tu veux voir la carte, regarde simplement les drapeaux, Nima, rouge, blanc, noir, et regarde les cibles des attaques et interventions militaires occidentales et israéliennes. Ce sont pour la plupart les mêmes drapeaux. Ce sont les pays arabes nationalistes d'origine. Ils ont tous été détruits, morcelés, renversés. L'Irak, la Syrie, le Soudan, le Yémen, l'Égypte et ainsi de suite. Ou bien récupérés, comme dans le cas de l'Égypte, dans l'orbite israélo-américaine. C'est un exemple. Ainsi, les pays du Golfe, les Qataris et tous les autres savent que leur temps est compté s'ils ne jouent pas le jeu. Mais ce qu'Israël a fait au Qatar en attaquant Doha a aussi envoyé un message très fort aux autres États du Golfe. Si la situation se tend, même la plus grande base américaine de la région ne vous protégera pas d'une frappe directe. Et croyez-moi, les Égyptiens ont bien reçu ce message. Les Égyptiens ont compris. Mais je pense que c'est un tournant, car même si ces pays sont aujourd'hui du même côté,
et que les Arabes sont du même côté. Une amine-toi s'est franchie. That was a red line that was crossed. And the US demonstrated Trump. Et les États-Unis ont démontré, Trump et le gouvernement américain ont démontré qu'ils ne feront rien. Ils ne censureront pas. Ils ne critiqueront même pas les Israéliens pour cela. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il conclure un accord avec les États-Unis dans l'intérêt de la paix ou normaliser ses relations avec Israël si c'est ainsi qu'on va être traité? Si c'est ce qui vous attend, même lorsque vous déroulez le tapis rouge pour le CENTCOM américain, le commandement américain au Moyen-Orient. C'est incroyable. Alors, qui donc? Était-ce l'Iran qui a lancé l'attaque? Non, c'était Israël. Mais avant ce moment-là, Nima, l'Iran était la menace numéro 1 pour ces monarchies arabes. L'Iran n'est plus la menace principale. Mais s'ils aident et soutiennent les États-Unis et Israël dans une attaque contre l'Iran a été très clair. Il considérera la source de ces attaques ou quiconque les aura facilitées comme une partie prenante à l'agression. Ainsi, le message envoyé par Israël est qu'aucun de ces pays du Golfe arabe n'est en sécurité. Et le message envoyé par l'Iran est qu'ils seront tenus pour responsables. Puis les États-Unis ont envoyé leur propre message. Ils ne freineront Israël en aucune circonstance. Celui-ci peut faire ce qu'il veut. C'est donc de facto le Grand Israël. Le projet du Grand Israël ne consiste pas à peupler tous ces pays de Juifs israéliens, mais à créer une constellation d'États clients qui, en fin de compte, agiront selon la volonté d'Israël, avec bien sûr le soutien implicite des États-Unis. Voilà le Grand Israël, qui étend lentement son noyau vers le Liban, la Syrie, le désert du Sinaï, la Jordanie, ainsi que certaines parties de l'Arabie saoudite et de l'Irak. C'est cela, la vision du projet du Grand Israël. J'ai écrit un très bon article à ce sujet l'année dernière, je crois, ou peut-être plus tôt cette année, en retraçant son histoire. C'est tout simplement choquant de voir comment il s'est concrétisé au cours des 6 ou 12 derniers mois, surtout avec la chute du gouvernement Assad à Damas. À quelle vitesse cette vision, conçue dans les années 1980 en Israël, notamment par Oded Yinon, membre de l'establishment stratégique de la défense israélienne, a vraiment pris racine. Donc oui, il s'agit de comprendre cette relation. Et tout cela repose sur un fait simple. Israël a montré qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il peut déchaîner les pires horreurs, voire un génocide à grande échelle, en direct à la télévision, et personne ne l'en empêchera. Et ce qu'ils ont fait au Sud-Liban n'est pas moins dévastateur. Je veux dire, ils ont rasé des villages entiers. Par endroits, le Sud-Liban ressemble à Gaza. Des centaines de milliers de maisons ont été détruites. Et les États-Unis n'ont rien fait. Non seulement cela, mais le gouvernement libanais, le gouvernement fantoche de Beyrouth, le président et le premier ministre client des États-Unis n'ont rien fait. Et permettent encore à des émissaires israéliens, déguisés en envoyés du département d'État, de venir à Beyrouth et en gros d'aboyer des ordres aux Libanais en disant « vous devez désarmer le Hezbollah ». Et si vous ne le faites pas, nous continuerons à vous attaquer. Nous continuerons à tuer des Libanais. Totalement servile. Voilà le Grand Israël en action. C'est ça. C'est ça. Personne ne les retiendra. Cela envoie un message puissant au gouvernement de Bagdad, au roi de Jordanie, à tous les États arabes du Golfe, à Al-Sisi et bien sûr à Jelani, qui agit probablement au nom d'Israël et de Washington, ainsi qu'à Erdogan. Israël peut attaquer n'importe qui dans la région, et personne ne fera rien. Ils ne seront ni blâmés, ni punis, ni contenus. Ils ne le seront tout simplement pas. Chaque dirigeant de la région doit donc s'arrêter et réfléchir. L'axe de la résistance, quelle que soit la manière dont on le définit, tous ces pays et leurs dirigeants doivent évaluer combien de vies civiles ils sont prêts à sacrifier pour tenter de contenir ou de tenir Israël responsable de ses crimes contre l'humanité.
C'est donc un effondrement total du système international, le système d'après-guerre mondial. Les États-Unis se sont débarrassés de leurs responsabilités et de leurs devoirs en tant qu'artisans de la paix, en tant qu'équilibrants dans la répartition du pouvoir international. La Russie n'est pas non plus en position d'exercer beaucoup d'influence dans cette région. La Chine, certainement pas. C'est vraiment les États-Unis. Les Européens sont complètement, disons-le, apathiques, comme une rangée de chaises longues bon marché dans une station balnéaire espagnole. Les Européens sont pathétiques lorsqu'il s'agit de demander des comptes à Israël. Voilà donc ce que nous avons, l'anarchie dans le système international. C'est un état de nature hobbésien, et c'est la base du projet du Grand Israël. C'est un projet brutal, impitoyable et violent. La coexistence s'accompagne de la menace implicite d'anéantissement pour les pays de la région. Seuls les États-Unis pourraient arrêter cela ou inverser la situation. Et ils ont choisi non seulement de ne pas le faire, mais aussi d'encourager Israël à chaque étape, à continuer ce qu'il fait et même à intensifier. L'administration Trump a encouragé l'escalade à chaque occasion. L'administration Biden a adopté une sorte d'approche de non-intervention, de laisser-faire, avec parfois quelques velléités de freiner Israël, quelques remarques ici et là, comme les démocrates le font habituellement. Mais l'administration Trump n'avait même pas cela. La seule déclaration restrictive de Donald Trump fut « Non, non, il n'annexera pas la Cisjordanie. Il ne va pas faire ça. » C'était un commentaire lancé à la volée dans le bureau ovale à la presse. On n'est pas consigné par écrit. Israël va annexer la Cisjordanie. Ils sont déjà en train d'annexer la Cisjordanie à l'heure où nous parlons. Mais c'est à peu près tout ce que l'on peut attendre comme réaction de la part du gouvernement des États-Unis. Tant qu'il n'y aura pas un changement majeur et fondamental de morale et de pensée aux États-Unis, tant qu'ils ne reconnaîtront pas que cela est non seulement néfaste pour les populations du Moyen-Orient, mais aussi, à terme, pour les États-Unis eux-mêmes, pour leur crédibilité et leur position dans le monde, il est difficile d'imaginer une véritable retenue du côté israélien. Cela laisse, en réalité, tout entre les mains des Iraniens à ce stade. C'est le seul pays qui ait de manière crédible riposté à Israël jusqu'à présent. Au point qu'Israël s'est retrouvé si désespéré qu'il a eu besoin que les États-Unis viennent à son secours. C'est le seul pays au monde à l'avoir fait. Et, historiquement, c'est une distinction assez remarquable quand on y pense. Patrick, pour conclure cette session, nous savons ce qui s'est passé en Australie, sur la plage de Bondi. Les deux salafistes, djihadistes, peu importe comment on les appelle, ont tiré sur la communauté juive présente sur la plage. Mais avec le temps, cela ressemble de plus en plus à une opération sous faux drapeau, car il faut se poser la question, qui va en tirer profit? En quoi la cause palestinienne pourrait-elle bénéficier d'une fusillade aussi horrible en Australie, qui n'a aucun lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient, à moins que le gouvernement australien ne la soutienne? Et nous savons qu'il la soutient. Il n'y a aucune raison de faire une chose pareille. Mais regarde ce qui se passe après coup. Netanyahou sort et dit qu'ils doivent reconsidérer leur politique envers un État palestinien. Et puis tu te souviens de ce qu'ils ont fait en Irak dans les années 1950. Une sorte d'opération sous faux drapeau où ils ont essayé de convaincre la communauté juive d'Irak qu'elle n'était pas en sécurité si elle restait pour la pousser à partir en Israël. Il me semble que le même type de politique est de nouveau à l'œuvre. Qu'en penses-tu? Tu cites un très bon exemple historique. Et cela a été documenté par des chercheurs israéliens et juifs, notamment Avi Shlaim de l'Université d'Oxford, sur la manière dont le Mossad a mené des attentats terroristes en Irak pour intimider les juifs irakiens et les forcer à émigrer en Israël parce qu'ils ne voulaient pas rester.
Ce sont des Juifs Mizrahim, des Juifs orientaux, si l'on veut, en Iran, en Perse et en Irak. Ils ont donc un passé de ce genre d'action. Je pense qu'on peut le voir ainsi. C'est un angle d'analyse. L'autre angle, c'est que ces événements n'ont absolument aucun sens et qu'ils suivent tous exactement la même formule. Celui de Bondi Beach, à mon avis, est en train d'être vraiment révélé. The one in Bondi Beach, I think, is really being exposed for what it is. And if you look at the work of very important. Et si vous regardez le travail très important de Max Blumenthal sur The Grey Zone, il s'était déjà penché sur cette question. Même le gouvernement australien a ouvert plus tôt cette année une enquête sur une entité étrangère qui aurait injecté de l'argent en Australie pour recruter des personnes chargées de mener des attaques qualifiées, je cite, d'antisémites. Maintenant, le gouvernement israélien ou ses acteurs n'ont pas été explicitement nommés au départ, mais il suffit de dire que quelque part, des signaux d'alerte se sont allumés, qu'il y a ici une certaine manipulation et qu'ils inondent le terrain d'argent. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Think about that for a moment. Earlier this week, the Russian. Plus tôt cette semaine, le FSB russe a également publié davantage de rapports et d'informations sur des acteurs étrangers qui feraient entrer de l'argent en Russie et recruteraient des personnes sur Telegram pour mener, je cite, des attaques terroristes. Un peu comme ce que nous avons vu au Crocus City Hall à Moscou au printemps 2024. J'étais à Moscou à ce moment-là, donc je m'en souviens très bien. Et c'est un peu le même schéma que nous observons ici. Vous savez, je pense qu'il est très probable que c'est ce qui s'est passé en Australie, car sinon ça n'a tout simplement pas beaucoup de sens. Qui en tire profit? Tout ce que cela fait, c'est renforcer la position israélienne. Et il s'agit d'un gouvernement israélien dans un pays qui traverse sa période la plus basse en termes d'approbation publique. Et leur président est inculpé pour crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Leur pays est poursuivi devant la Cour internationale de justice pour génocide. Et lorsqu'un événement très médiatisé, disons une fusillade de masse comme celui-ci se produit, toute l'attention se recentre sur Israël en tant que victime, alors que cela ne devrait avoir aucun rapport avec Israël. Je veux dire, l'Australie est à l'autre bout du monde. C'est un pays d'environ 20 millions d'habitants, et il se produit là-bas cet incident étrange, improbable, et soudain, les médias du monde entier sont totalement en alerte, obsédés par cet événement. Et oh, quelle terrible tragédie! Oh, des échos de l'Holocauste, et ainsi de suite. Et nous y revoilà. C'est le genre habituel d'événements médiatiques, dans la façon dont les médias traitent l'histoire et les éléments de langage qui en ressortent. Et tout cela détourne l'attention d'un véritable holocauste en cours à Gaza. Une souffrance humaine, des mutilations, une violence d'une ampleur jamais vue à l'ère moderne par une population mondiale. C'est donc pratique à cet égard aussi. Et les médias et gouvernements pro-israéliens, alignés sur l'Occident, sont bien trop enclins à détourner l'attention vers Bondi également, car cela les dégage en quelque sorte de leur propre complicité dans le soutien et la facilitation des Israéliens dans leur frénésie meurtrière après le 7 octobre 2023. On peut donc, je pense, le voir sous cet angle. Personnellement, je trouve que les scènes que nous avons vues à Bondi Beach n'ont pas de sens. On aurait presque dit que l'opération avait été interrompue et déraillée par un passant. Et il m'a semblé, en tout cas, après avoir étudié de nombreuses fusillades de masse au fil des ans, et nous avons rédigé des analyses approfondies sur beaucoup de ces événements chez 21st Century Wire, que nous disposons d'une bonne archive intitulée The Daily Shooter sur ce sujet. On aurait dit que cela devait être un événement impliquant un tireur isolé,
Mais ce tireur a été maîtrisé par un passant qui, ironie du sort, était musulman, désarmé. Puis soudainement, d'autres tireurs sont apparus à l'arrière. Ils semblaient vouloir assurer l'exfiltration du soi-disant tireur isolé et ils ont fini par tirer sur l'homme musulman qui avait désarmé le premier tireur, ainsi que probablement sur quelques passants dans la foule. Peut-être que ce n'était pas censé se dérouler ainsi. Peut-être que les choses ont été un peu bâclées et se sont désorganisées. Il faut donc étudier cet événement de très près, car il ne s'est pas déroulé comme prévu. Je pense que, quelles que soient vos convictions, cela mérite d'être examiné attentivement. Et vous savez, nous nous réservons le droit d'être très sceptiques et méfiants à propos de ces événements très médiatisés et hautement politisés, qui aboutissent généralement à des décisions politiques, qu'il s'agisse de censure en ligne, de législation sur le terrorisme, de sécurité nationale ou dans le cas de l'Amérique, et je vais te laisser là-dessus, Nima, simplement pour te montrer à quel point cette manipulation va loin. Lorsque l'État islamique est apparu sur la scène à l'été 2014, nous nous souvenons tous qu'à ce moment-là, les Israéliens détruisaient Gaza. Je crois que c'était l'opération Bordure Protectrice, en juin-juillet 2014. Et soudain, comme par magie, l'État islamique apparaît, très présent sur les écrans de télévision, et ils ont mené leur sorte de tuerie à travers Mossoul, avant de finir par occuper Raqqa, en Syrie. Et tout à coup, le monde entier ne se concentrait plus sur la destruction de Gaza. L'attention s'était tournée vers l'État islamique, ces images, les décapitations très médiatisées d'Américains, et ainsi de suite. Steven Sotloff, James Foley et d'autres. Certaines de ces vidéos semblaient même tourner sur fond vert, mais passons. L'État islamique était en pleine offensive, et les États-Unis ne s'étaient pas encore déployés en Syrie, ni redéployés en Irak. Pourquoi? Parce que l'État islamique n'avait pas attaqué l'Amérique, et que celle-ci n'avait donc aucune justification légale pour les combattre. L'État islamique attaquait des Syriens et des Irakiens. Et bien sûr, plus tard, il y eut l'attentat du Bataclan à Paris, ainsi que tous ces attentats liés à l'État islamique à travers l'Europe. Mais pour les États-Unis, cela ne s'est pas produit. Mais un événement chanceux est survenu pour l'Amérique en décembre 2015, la fusillade de San Bernardino. San Bernardino est une banlieue intérieure et sans éclat du comté de Los Angeles, souvent négligée. Et soudain, il y a eu cette fusillade improbable, qui s'est révélée être, selon les mots de certains, inspirée par l'État islamique, à San Bernardino, à cause de publications sur Facebook qui auraient, selon les enquêteurs, radicalisé cet homme pakistanais et sa femme. C'était vraiment la chose la plus étrange. Et il se trouvait justement qu'un millier d'agents des forces de l'ordre participaient cette semaine-là à un exercice interagence du DHS, précisément sur place. Cela a donc été un point central pour les médias américains pendant une semaine, et CNN et tous les autres en ont fait tout un plat. À partir de là, cela a servi de prétexte à une autorisation de recours à la force militaire contre l'État islamique. L'attaque ayant été considérée comme une attaque de l'État islamique sur le sol américain, cela a finalement fourni le feu vert juridique. C'était le noyau du redéploiement américain au Moyen-Orient contre l'État islamique, y compris l'occupation américaine du nord-est de la Syrie entre 2016 et 2017, ou du moins les sorties aériennes et le renforcement des moyens américains en Irak, tout cela fondé sur cet événement. Encore une fois, comment le gouvernement australien réagit-il à cela? Ce que je veux dire, Nima, c'est que ces événements ont toujours des conséquences politiques. Il faut donc examiner les résultats des politiques, puis procéder à une analyse inverse et interroger réellement l'événement lui-même. Pensez-y, s'il y a des questions à ce sujet, il faut d'abord se demander qui en bénéficie, qui en tire profit
Et quel est finalement le résultat en termes de loi sur la censure en ligne adoptée à la suite de ces événements ou d'autres mesures? Mais au bout du compte, cela sera lié à une politique étrangère ou à une politique ou action militaire dans de nombreux cas. Nous l'avons vu à maintes reprises, et cela se produit toujours à un moment critique des négociations, ou lorsqu'il se passe quelque chose contre l'un des principaux protagonistes impliqués. Dans ce cas, il s'agirait d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement australien reconnaît un État palestinien, et Netanyahou réagit en lançant une menace contre les Australiens, disant qu'ils vont en payer le prix. Pour moi, si c'était un tribunal, cela constituerait une déclaration d'intention de la part de Benjamin Netanyahou de mener une forme de représailles contre l'Australie. Ils ne pourront pas le faire en Israël, puisque l'Australie n'y est pas. Peut-être qu'ils y ont une ambassade. Alors, où cela va-t-il se produire? Eh bien, en Australie. Et sous quelle forme? On pourrait dire que cela pourrait ressembler à ce qui vient de se passer la semaine dernière. Je présente simplement cela comme une possibilité à envisager, et je me base uniquement sur les propos du dirigeant israélien et de personne d'autre. Donc si vous avez un problème avec cette théorie, adressez-vous à Benjamin Netanyahou, car pour moi, c'était une déclaration d'intention. On peut tout à fait l'interpréter ainsi. Et je pense qu'il s'agit d'un dirigeant dont le gouvernement a menacé de nombreux pays à propos de cette question précise. Ils ont menacé l'ONU, ils ont menacé de représailles les pays qui reconnaissent un État palestinien, émis des avertissements, des décrets et toutes sortes de choses. C'est donc un peu comme agir en État voyou au sein du système international, presque comme un gangster international. Et ils le font ouvertement. Aucune des grandes puissances européennes, ni les États-Unis, ne réprimandent Israël pour ce comportement, qu'ils ont pourtant tendance à adopter régulièrement. Et pourtant, on voit des événements comme celui-ci, totalement incompréhensibles en Australie, comme ce récent incident à Bondi Beach. Cela n'a absolument aucun sens. Puis, on met cela en relation avec les rapports faisant état d'argent entrant dans le pays pour mener des soi-disant attaques antisémites ou terroristes. Nous voyons aussi ce phénomène se produire dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie. Opération de l'État profond, secrète, clandestine. Et ensuite, on se penche sur l'histoire de l'opération Gladio en Europe, qui portait précisément sur ce genre de choses. Les services de renseignement de l'OTAN, en particulier les États-Unis et la CIA, dirigeaient des cellules autonomes au sein de l'OTAN dans le cadre d'opérations de Stay Behind, menant pendant des décennies des attentats terroristes en Europe afin d'atteindre des objectifs politiques et de politique étrangère. Et aussi pour justifier le déploiement de missiles Pershing II à ogive nucléaire sur le sol européen à l'époque. C'étaient les débats de l'époque. Ou encore pour renverser des gouvernements de gauche en Italie ou en Grèce, par exemple. C'était le champ de bataille du moment. Les attentats terroristes servaient à orienter et manipuler l'opinion publique. Et je parle ici de faits historiques, pas de théorie du complot. Ce genre de choses s'est produit tout au long de l'histoire. Penses-tu qu'ils aient abandonné toutes ces tactiques dans les années 1970 et 1980? Je ne le crois pas. Je pense que ces outils ont toujours été disponibles et ont toujours fait partie intégrante de la fabrication du consentement. Surtout en Occident. Oui, merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Grand plaisir. Joyeux Noël également. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Nima Al-Khorshid. You too. Toi aussi.